Bon début de journée, c'est le jeudi 5 mars. Voici à la une. Merci de vous joindre à nous. Je dis nous parce que je suis bien entouré par Marie-Michel Bordua, Véronique Méran, Jean-François Paradis. Bonjour tous les trois. Bonjour. Je m'appelle Jean-Sébastien Bernatchez. Je remplace Mathieu, qui sera de retour lundi. Aurélie Girard va se joindre à nous un peu plus tard pour nous parler, entre autres, de Mark Carney, qui a tenu des propos qui vont faire jaser aujourd'hui, ça c'est clair. Il n'a pas voulu exclure une intervention militaire du Canada au Moyen-Orient. Une question sur un aspect hypothétique des choses, a-t-il précisé, mais quand même, et c'était la une de plusieurs quotidiens, donc on y reviendra. À la chronique culturelle, Marie-Michel, vous allez nous parler de Ringo Starr qui lance un nouvel album. Eh oui, un autre album en un petit peu plus d'un an et c'est encore une fois une collaboration avec le producteur américain T-Bone Burnett. Donc, on est encore une fois dans des airs country Americana et cette annonce-là s'accompagne d'une première chanson. Je vous ferai entendre ça un petit peu plus tard. Bon, est-ce qu'on reconnaît un peu la touche? Je vois que vous êtes intéressé par ça, Jean-François. Oui, j'aime bien les productions de T-Bone Burnett, alors ça m'intrigue, oui, tout à fait. En tout cas, la première chanson laisse présager, là, tout comme l'album sorti en 2025, on est dans les mêmes tons, ça s'écoute très bien. Et je trouvais, oui, on est dans les tons country, mais on sent un petit peu la touche, le son Beatles, un peu plus que dans le matériel d'avant de Ringo Starr. Donc, intéressant. Ouais. Ben oui, on a hâte d'en savoir plus. Cette touche qu'il a encore. Hein? Oui, voilà. Tout jeune. Oui, absolument. Quelle carrière que ces anciens Beatles ont eu. Ça continue, c'est encore, éternel. Paul McCartney fait encore des spectacles. Oui. L'avez-vous déjà vu en spectacle? Oui, j'ai vu en spectacle à Montréal il y a quelques années. Ben, écoutez, ça m'avait épaté. C'était plus de 3 heures de spectacle. Oui. Il prend une pause pour aller boire de l'eau. À un moment donné, il joue de plusieurs instruments, batterie, guitare, basse, évidemment. Et quand on sort du spectacle, on se dit il y a encore plusieurs bonnes chansons qu'il n'a pas eu le temps de chanter. Oui. Et il a 20 ans sur scène, encore. Ouais. Ah oui, parlez-en aux gens de Québec qui se souviennent encore de son spectacle du 400e sur les plaines. À la météo, il y a un petit repli des températures. C'est dommage, c'était tellement agréable hier dans les marchés. C'était doux, hein? On qu'on voyait était les bien. gens, pas de manteau, ça sortait de partout, hein, un peu. Donc, c'était une petite parenthèse de douceur hier, mais n'ayez crainte, ça va revenir. Là, c'est un petit repli aujourd'hui. On dit repli parce que quand même, vous voyez, les régions de Gatineau, Sherbrooke, on sera quand même tout près du point de congélation. Ça va être un petit peu plus froid dans la vallée du Saint-Laurent. On a des vents du nord-est là, qui seront un petit peu plus présents. Donc, secteur de Québec, aujourd'hui, on ne dépassera pas moins 7 comme maximum. Montréal, on sera autour du point de congélation également, moins 4 à moins 1 degré. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. À partir de demain, on repasse au-dessus de 0. Et là, vraiment, on va entamer la fin de semaine avec des températures qui vont frôler la dizaine de degrés sur les régions plus au sud. On avait une perturbation qui devait nous toucher en fin de nuit. Oui. Cette perturbation-là, elle passe au sud de la frontière. Donc, la possibilité de verglas que nous avions là, tôt vendredi matin sur les régions plus au sud, elle est écartée. Ça restera confiné au sud de la frontière. Par contre, en fin de semaine, avec le système de pluie, on aura essentiellement de la pluie pour toute la vallée du Saint-Laurent, mais à partir de Québec, en s'en allant vers Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, samedi après-midi, c'est pas impossible qu'il y ait des précipitations verglaçantes de ce côté. Ça restera à surveiller avec le prochain système qui arrive en fin de semaine. Mais d'ici là, on a quand même pas mal de nuages. Il peut y avoir un flocon ou deux ce matin. Petite bruine possible par endroit, mais dans l'ensemble, les températures sont sous 0 partout. Maximum prévu entre, je dis moins 7 à Québec, là, mais sinon, plus au sud, c'est moins 3, moins 1 degré. Vent du nord-est assez vif, 20-40 km à l'heure. Demain, généralement nuageux le matin, ça se dégagera en après-midi et les températures remontent 3 à 6 degrés. Dégagement également à venir pour l'Abitibi. Le maximum, c'est moins 7. Beau temps dans l'est du Québec, ciel variable au Pis-Aller. Moins 8 à moins 10 degrés, c'est ce qu'on retient côté température. En territoire ontarien, c'est assez nuageux. On a des précipitations pour Toronto-Windsor sous forme de pluie intermittente. Il y a des risques d'orage à Windsor cet après-midi. Venteux, maximum 6 degrés pour Windsor, 1 à Toronto, moins 2 à Ottawa. Il y aura quelques éclaircies. Dans l'ouest, dégagement pour Vancouver, une dizaine de degrés. Ça reste agréable vers Edmonton, Calgary, 4, 5 degrés aujourd'hui sous un ciel variable. Un petit peu de neige sur le sud de la Saskatchewan, 2 à 4 cm et des flocons possibles aussi vers Winnipeg. Légèrement sous 0 encore aujourd'hui, mais partout, la douceur s'installe dans l'ouest aussi cette fin de semaine. Pas de jaloux, donc?
Presque pas. Presque pas. Il y en a toujours un quelque part. Ah! Merci, Véronique. Merci beaucoup. Au sport, Jean-François, on va parler de ses résultats au hockey masculin et féminin. Oui, on va commencer avec la Ligue nationale. Les Maple Leafs se jouaient hier. Ils ont affronté les Devils du New Jersey. Revers 4-3 des Maple Leafs en prolongation contre les Devils. Donc, un autre revers pour les Maple Leafs. C'est quand même une 5e défaite d'affilée. Ah, ça va mal pour eux. Ça va mal. Bon, la saison ne se passe pas très bien. Non. Ça continue comme ça. Ils continuent d'être dans les bas-fonds, malheureusement. Paul Cotter a marqué le but victorieux en prolongation pour les Devils. Matthew Knees, un 16e pour les Leafs. William Nylander, son 21e de la saison, mais ça n'a pas été suffisant pour donner la victoire aux Maple Leafs de Toronto. Ça va mal aussi pour les Canucks de Vancouver. Les Hurricanes l'ont emporté 6-4 contre les Canucks. Le tour du chapeau pour Nikolai Ehlers, qui est rendu à 19 buts cette saison pour la Caroline. Dans la LPHF, Ottawa l'a emporté 4-3 sur Seattle. Ça va mieux de ce côté-là pour les équipes canadiennes. 2 buts pour Fanuza Kadirova dans la victoire. Elle en a marqué 6 cette saison. La Charge d'Ottawa est classée au 4e rang du circuit avec 26 points. La victoire est au sommet avec 35 points. Curling, le Brier se poursuit à Saint-Jean-Terre-Neuve. Oui, tout à fait. C'était une journée, je vous dirais, fertile en rebondissement hier. On s'approche de la fin des matchs du premier tour. L'équipe du Québec de Jean-Michel Ménard a remporté son premier match du jour aisément, une victoire de 16-8 contre le Nunavut. Le match en soirée contre l'Ontario de Jaden King était le match pivot pour les deux formations hier qui luttent au classement pour une place en éliminatoire. Et après avoir pris les devants dans le match, l'équipe de Ménard s'est inclinée contre la formation de King 8-7. Les deux équipes se retrouvent avec une fiche de 4 victoires, 3 défaites au 3e rang, mais King détient le bris d'égalité en raison de cette victoire, donc pour l'instant passerait en match éliminatoire. Pour leur dernier match respectif de la ronde préliminaire, Ménard et son équipe affronteront aujourd'hui la troupe de l'île du Prince-Édouard. Pour sa part, King cherchera à vaincre la Saskatchewan afin de poursuivre sa route. Donc 2 matchs importants aujourd'hui. Équipe Canada de Brad Jacobs et Terre-Neuve et Labrador de Brad Gauchou, les deux favoris du tournoi déjà qualifiés pour le tour suivant, vont se rencontrer aujourd'hui pour un affrontement au sommet du groupe A. Les deux formations, ce sont vraiment des légendes du curling. Gauchou et Jacobs ont des fiches parfaites de 7 victoires, aucune défaite. Et l'équipe qui remporte le Brier représentera le Canada au championnat du monde en avril au Utah. Et puis, il y a des joueurs canadiens de tennis qui étaient en action hier à Indian Wells. Oui, grand tournoi de tennis. On l'appelle le 5e tournoi du Grand Chelem. D'une certaine façon, c'est le plus important tournoi 1000 de la saison. Ça se passe en Californie. Et le Québécois Alexis Ganarno, qui s'était qualifié pour le tour principal, s'est incliné devant le Français Gaël Monfils, prochain adversaire de Félix Auger-Aliassime, 6-3, 6-4. Gabriel Diallo avait rendez-vous avec l'Italien Mattia Bellucci. Au premier tour, il l'a défait 7-6 et 6-4. Diallo va se mesurer à un des favoris lors du prochain tour, le Russe Andrei Rublev. Denis Shapovalov croisait la raquette avec le Grec Stefanos Tsitsipas. En fin de soirée, il l'a sorti en 3 manches de 5-2, 3-6 et 6-4. Chez les femmes, Marina Stakusic, qui s'était qualifiée pour le tableau principal, affronterait l'Australienne Anastasia Potapova. Elle a perdu en 3 manches. Et Bianca Andreescu, qui avait obtenu un laissez-passer pour le tournoi, s'est inclinée contre l'Ouzbek Kamila Rakimova en 3 manches. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. Dans un instant, les grands titres des quotidiens. Commençons avec ces propos de Mark Carney. Je n'en dirai pas trop tout de suite parce qu'Aurélie va venir nous en parler en détail, mais à la une du Globe and Mail, c'est le grand titre. Mark Carney refuse d'exclure une intervention militaire au Moyen-Orient. Il laisse la porte ouverte à un déploiement si cela s'avère judicieux, si les circonstances le justifient. Et le Globe précise qu'il a laissé entendre qu'il s'agirait de circonstances exceptionnelles visant à soutenir les Alliés ou à défendre les Canadiens. Il n'a donné aucune indication quant à la préparation d'opérations quelconques. Mark Carney qui a dit aux journalistes qui lui posaient la question « Vous avez posé une question hypothétique, fondamentale dans un conflit qui peut s'étendre très largement. » Et il a fait la distinction entre l'action militaire préventive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et les actions ultérieures entreprises pour d'autres raisons, comme par exemple défendre des alliés. Ce sont des propos qu'il a prononcés après son discours devant le Parlement australien hier. Les déclarations du premier ministre se retrouvent également à la une de la Presse Plus. Carney n'exclut pas d'impliquer le Canada, c'est le grand titre. Une citation du premier ministre que nous propose cet article de la Presse Plus. Les États-Unis et Israël ont décidé de mener des actions offensives sans consultation avec le Canada, aucun autre allié.
et nous ne le soutenons pas, mais nous défendrons toujours les Canadiens et soutiendrons nos alliés lorsqu'ils feront appel à nous. Et l'article poursuit en écrivant que Mark Carney souhaite une désescalade des hostilités, une avenue toutefois impossible selon lui tant que l'Iran demeure apte à développer l'arme nucléaire et à exporter le terrorisme. Et plus loin dans le dossier que nous propose la Presse Plus sur la guerre en Iran, on mentionne qu'un missile balistique a été tiré par l'Iran vers l'espace aérien turc. Sa course a été freinée par les systèmes de défense de l'OTAN positionnés en Méditerranée orientale. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. Mais on rappelle que lorsqu'un des membres de l'OTAN est attaqué, bien, l'organisation peut invoquer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et cet article prévoit qu'une attaque contre l'un d'eux est considérée comme une attaque contre tous. Ça engage les alliés à appuyer la partie attaquée. On y reviendra avec Aurélie. À la une du Devoir, les déplacés d'une guerre sans fin. Depuis la nuit de dimanche à lundi, les bombardements israéliens ont de nouveau jeté sur les routes des dizaines de milliers d'habitants. Alors, on rappelle qu'un peu après 1h du matin, le Hezbollah avait lancé des attaques contre Israël en riposte aux frappes américano-israéliennes menées en Iran et la réponse israélienne a été immédiate. Le Devoir nous explique qu'à Beyrouth, par exemple, les places publiques, les écoles, certains hôtels deviennent des abris improvisés. Des familles dorment à même le bitume en plein ramadan. Pour venir en aide aux déplacés, le gouvernement libanais s'organise, la solidarité citoyenne aussi, mais cet élan de solidarité ne peut compenser l'effondrement d'un pays déjà étranglé par une crise économique historique, une monnaie dévaluée et une paralysie politique chronique. C'est également le même sujet à la une du journal français Libération. Sur les routes du Liban bombardées, dans le sud du Liban, les frappes israéliennes menées, selon Tsahal, pour laminer le Hezbollah contraignent des dizaines de milliers de Libanais à fuir. Le Journal de Montréal, lui, s'intéresse à des Québécois qui tentent de quitter le Moyen-Orient. Une fortune pour s'échapper. On nous donne l'exemple de Francis Vézina et sa conjointe Geneviève Baudouin qui étaient coincés à Doha, au Qatar, depuis le début de la guerre, ont roulé jusqu'à Riyad, en Arabie saoudite. Puisque tous les vols sont suspendus en raison du conflit, le couple a payé 2000 $ pour faire le trajet en taxi d'une durée de 6h30. 584 km. Autre exemple, Martine et Philippe, qui venaient tout juste d'entamer leur voyage à Dubaï. Ils ont payé 1500 $ ou presque pour louer 2 voitures, emprunter 3 autobus afin de quitter les Émirats sur un trajet d'environ 450 km. Ça coûte cher de quitter le Moyen-Orient pour ces Québécois. Comment se prennent les décisions à Washington? David Sanger du New York Times nous présente une analyse intitulée « Trump suit son instinct ». Ses conseillers en sécurité nationale tentent de suivre le rythme. Les décisions sont prises rapidement, même si les contradictions, les incohérences abondent, mais sans processus bien défini, on est mal préparé aux éventuels problèmes. Et, David Sanger nous dit que dès son arrivée au pouvoir, il a réduit les effectifs du Conseil de sécurité nationale aux 2/3, a clairement indiqué que son Conseil de sécurité nationale n'a pas pour vocation de proposer des solutions, mais plutôt d'exécuter ses décisions, bref, sa détermination à éliminer la bureaucratie, à réduire ses conseillers à un petit groupe étanche, à privilégier l'instinct au briefing de renseignement, s'est appliqué lorsqu'il a pris la décision la plus grave qu'un commandant en chef puisse prendre, aller en guerre. Là où il y a peut-être une constante, je termine avec ça, c'est, si on en cherche une sur radiocanada.ca, Mélanie Meloche-Olubowski a peut-être trouvé une constante dans un texte intitulé « Trump et l'Iran, 15 ans de critiques sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, il plaide pour une intervention américaine en Iran. Dès 1980, pendant la crise des otages, il disait « On devrait intervenir et puis les États-Unis deviendraient riches en pétrole. » Et il a publié des centaines de messages sur X puis sur Truth Social pour parler de son opposition à l'Iran. Voilà pour la revue de presse. Aurélie Girard est avec nous. Aurélie, on revient donc sur les propos du premier ministre. Mark Carney n'a pas écarté catégoriquement une participation des forces armées canadiennes dans le conflit au Moyen-Orient. Voilà, après une allocation, oui, au Parlement australien. C'était une première quand même depuis Stephen Harper. C'était arrivé la dernière fois en 2007, donc depuis plus de 20 ans, il faut le souligner. Donc, les 2 premiers ministres, après l'allocution de M. Carney, ont tenu un point de presse conjoint et
C'est lors de ce point de presse-là qu'une journaliste, en fait, est revenue sur la déclaration de M. Carney à l'effet que le Canada ne comptait pas participer à l'action israélo-américaine en Iran. Elle lui a posé la question suivante. Pouvez-vous affirmer avec certitude que la position du Canada restera la même si les hostilités s'intensifient ou se prolongent? Ce à quoi M. Carney a répondu la chose suivante. So one can never categorically rule out participation. We will stand by our allies when it makes sense. There's a distinction between the offensive actions that were taken. Donc, essentiellement, ce qu'il dit, c'est d'abord qu'il s'agit d'une question hypothétique, mais il ajoute ensuite que le Canada ne peut pas exclure catégoriquement une participation parce que le pays, dit-il, va soutenir ses alliés si la situation est justifiée. Ensuite, Mark Carney précise qu'il y a, selon lui, une différence avec les mesures offensives prises par les États-Unis, par Israël, actions prises sans consulter le Canada, sans consulter les autres alliés, auxquels le Canada, précise-t-il, ne participe pas. Mais Mark Carney ajoute, et je cite, « Nous défendrons toujours les Canadiens, nous soutiendrons toujours nos alliés et les défendrons lorsqu'ils nous le demanderont. » Donc, la position du Canada, en quelque sorte, par rapport à cette guerre Israël, États-Unis, Iran, là, semble un petit peu évoluer à chaque fois que le premier ministre, finalement, prend la parole. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a elle aussi pris la parole hier. Exactement. Dans le but, elle, de préciser la stratégie du pays là, au sujet des rapatriements. On en a longuement parlé tous les deux hier. Il y avait à ce moment-là 97 000 personnes enregistrées auprès d'Affaires mondiales Canada dans la région du Moyen-Orient. Mais visiblement, il y a des personnes qui continuent de s'inscrire parce que ce chiffre atteignait hier soir un peu plus de 106 000 personnes. Et il y en a 2 000 d'entre elles qui avaient, en date d'hier, demandé l'assistance du gouvernement canadien pour donc quitter la région. C'est notamment ce qu'a précisé hier Mme Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères, lors de ce point de presse. Elle a aussi expliqué qu'à l'heure actuelle, il y a 3 options qui s'offrent ou vont s'offrir aux Canadiens qui souhaitent revenir au pays. Première option, réservation par le gouvernement de blocs de siège pour les citoyens canadiens à bord de vols commerciaux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour les 75 personnes qui ont pu quitter la capitale libanaise Beyrouth en date d'hier. Aujourd'hui, 50 sièges réservés. Vendredi, 75. Et il y a également 67 Canadiens qui ont été assistés pour quitter Israël. Eux sont partis à destination d'Athènes. Deuxième option, le gouvernement étudie la possibilité de nulliser des vols vers des pays où le trafic aérien n'est pas suspendu. On va tout de suite écouter à ce propos la ministre Anita Anand. Et on va avoir les vols comme ça dans les prochains jours, à peu près 72 heures, mais les contrats doivent être en place et ça, c'est le travail maintenant que nous faisons. Voilà, donc c'est pas tout à fait ficelé encore, mais c'est en voie de l'être. Et puis finalement, troisième option, dans les pays où l'espace aérien est fermé, comme le Qatar, par exemple, ça va être d'utiliser le transport terrestre pour se rendre dans un pays tiers afin de prendre l'avion de cet endroit-là. Merci Aurélie. Je vous en prie. Marie-Michel, à la chronique culturelle, on va d'abord parler de cet acteur, humoriste, scénariste canadien, Mike Myers, très connu. Moi, je le connais pour Austin Powers, entre autres. Il va recevoir des honneurs lors de la cérémonie des prix Écran. Et je pense que vous lisez dans mes pensées. On va écouter une réaction. Ah! Yeah, baby! Oui, voilà. En fait, j'imagine que c'est comme ça qu'il aurait réagi à cette annonce s'il avait réagi dans les traits de cet agent secret britannique, Austin Powers. Le Torontois d'origine, donc, qui va recevoir une distinction spéciale le 31 mai pour sa contribution au paysage médiatique. C'est le prix Icône de l'Académie. Et Mike Myers devrait être sur place pour recevoir ce prix. On peut penser aussi à Wayne's World, Saturday Night Live, Shrek également, c'est lui, la voix de Shrek, version anglaise. Il a interprété plusieurs personnages cultes et il s'est aussi révélé grand défenseur du nationalisme canadien récemment dans la foulée des déclarations de Donald Trump sur l'annexion du Canada l'an dernier. Mike Myers était apparu sur le plateau de SNL justement avec un chandail où c'était écrit « Le Canada n'est pas à vendre » et en toute fin d'émission avait lancé cette expression « Elbows up ». Ça a été un slogan à un moment donné, avait levé son
coude pour faire la référence à cette expression. Donc, sera honorée parmi les autres personnes qui vont recevoir des prix également, des prix écran, la directrice générale du Centre canadien du film du Canada qui va recevoir en fait la distinction de l'agent de changement pour sa lutte en faveur de la parité tant devant que derrière la caméra. Et fait à noter, la cérémonie va être diffusée simultanément sur CBC, CBC Gem, Crave, CTV, Global et Stack TV. C'est une première fois que ça se fait cette année de diffuser ça sur toutes ces chaînes en même temps. Les nominations, elles, seront dévoilées un peu plus tard ce mois-ci. Il y a des œuvres de Michel-Ange, quoi qu'on aurait caché dans une pièce secrète pour la postérité? Oui, bien, c'est la théorie d'une chercheuse qui a passé 10 ans à fouiller des archives au Vatican notamment, mais aussi dans plusieurs villes d'Europe. Valentina Salerno, qui a été membre du comité du Vatican pour les célébrations des 550 ans de la naissance de Michel-Ange, c'était l'an dernier. Elle affirme que le maître de la Renaissance a ordonné à ses élèves de cacher des œuvres dans une pièce secrète pour les préserver, pour ne pas qu'elles tombent entre les mains d'un neveu qu'il détestait, pour aussi les transmettre aux générations suivantes. Donc, la chercheuse qui aurait découvert dans des archives, des archives en fait qui révèlent l'existence de cette pièce placée sous la garde des élèves de Michel-Ange, pièce dans laquelle se trouvent les œuvres cachées. Et il faudrait beaucoup de clés pour l'ouvrir, si bien que personne ne pourrait l'ouvrir là, de son propre chef. Ça prendrait l'accord des autres pour accéder à la pièce. Et elle serait située, cette pièce-là, toujours selon les découvertes de la chercheuse, dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens de Rome. C'est une basilique mineure de Rome. C'est là où se trouve le tombeau du pape Jules II, réalisé par Michel-Ange. Donc, travail de recherche qui n'a pas encore été validé scientifiquement. Mais imaginez là, tout ce que je viens de vous dire, si ça s'avère, c'est tout un scénario de film qu'on a entre les mains en ce moment. Oui. Du type Da Vinci Code, là, une suite qu'on pourrait faire. Dan Brown doit penser à ça. Là. Ringo Starr, donc, on en a parlé un peu plus tôt, qui lance un nouvel album. Oui, deuxième collaboration du musicien de 85 ans avec le producteur et guitariste américain T-Bone Burnett. Après l'album Look Up, c'était sorti au début de 2025. Voilà que les deux récidivent déjà. Deuxième album aux accents country. Long Long Road va compter 10 titres, va sortir le 24 avril. Il y a une première chanson qu'on entend, It's Been Too Long. Well, it's been too long since we've seen each other. Yeah, it's been too long since we listened to one another. It's been too long since we dreamed mighty dreams. Il y en a qui vont dire que ça faisait trop longtemps qu'on avait entendu Ringo Starr. Ça faisait trop longtemps, un peu plus d'un an. Mais entendez-vous des petits airs de The Beatles à travers, là, au niveau de la voix, du phrasé aussi un peu? Oui. Mais intéressant, il y aura des collaborations, sur cet album avec Sheryl Crow, Saint-Vincent notamment. Donc, ça sortira le 24 avril. Ça a été enregistré à Nashville et Los Angeles, cet album. Ah ben merci, on va se laisser là-dessus. C'est gentil de nous avoir proposé ça. Marie-Michel, merci. Bonne journée à vous. Eh bien voilà, ça ne sera pas trop long. On va être là demain. On vous attend d'ailleurs. On espère vous y retrouver. Mais la journée est lancée, donc on vous la souhaite très bonne cette journée, au travail, à la maison, en plein air et sur toutes nos plateformes. Voilà, je vous dis bonne journée à vous.